Julie, elle en a fait des photos, moi non. J'avais dit qu'Assis, elle pourrait en faire. Julie, tu me passes. Attends, je suis content aussi. Regarde, il le reconnaît. Mais Julie, Julie, je peux pas me passer. Julie, tu le passes à Arnaud, je t'avais dit qu'Assis. Mais oui, je fais un film. Ah, c'est bon. Regarde, elle va derrière Julie, elle va tirer sur le dos. Tiens. Prends une photo du petit avec sa mère là. Arnaud, prends une photo du petit avec sa mère. Regarde le petit. Attends, il y en a un plus jeune. Regarde, il l'a laissé tout seul. Voilà, prends-le. Voilà, prends-le. T'as pris la photo? Alors bonjour à tous. Pardon. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue. Voilà, je sais pas, ils sont toniques, hein. Bien, vous avez peut-être entendu parler de la réputation un petit peu sulfureuse des bonobos, en tout cas si vous n'étiez pas au courant, maintenant vous l'êtes. Donc en effet, les bonobos ont une sexualité qui est quelque peu débridée, donc tout simplement parce qu'ils ne réservent pas les comportements sexuels à la reproduction, mais en fait, ces comportements sexuels ont un rôle social très important. Pour faire clair et pour faire simple, tout passe par le sexe chez les bonobos. Donc ça va aussi bien leur permettre de faire connaissance que de se rassurer, ça va leur servir à jouer, à se faire plaisir, de temps en temps quand même pour se reproduire. Mais la plupart du temps, c'est pour éviter de se battre, puisque chez les bonobos, quand un conflit commence à éclater, eh bien plutôt que d'attendre que ça dégénère, ils vont favoriser les comportements sexuels, ça va leur permettre de s'apaiser, et ensuite chacun repart tranquillement dans le calme. Alors voilà pourquoi c'est accentué au moment des repas, hein. Si vous prenez un petit peu de temps pour les observer en dehors des nourrissages, vous pourrez voir qu'ils sont quand même relativement calmes à ce niveau-là. Forcément, quand on jette de la nourriture comme ça, au sein d'un groupe, il y a une hiérarchie à respecter, tout le monde veut manger un maximum, donc ça peut être une grosse source de conflit. Eh bien, les bonobos, plutôt que de se battre pour manger le plus possible, eh bien, ils vont favoriser les comportements sexuels, et ensuite, ça permet à tout le monde de manger dans le calme. Faites l'amour, pas la guerre. C'est du coup la devise qu'on a très longtemps attribuée aux bonobos, en tout cas quand on les a découverts. Puis finalement, plus on passe de temps à les observer, plus on se rend compte qu'il y a quand même une autre règle qui semble dépasser cette devise. Et cette règle est de ne jamais contrarier les femelles, puisque chez les bonobos, ce sont elles qui commandent. Tout à l'heure, je vous ai présenté la chef de notre groupe. C'est celle qui est là, qui a plein de boules dans le dos d'ailleurs. Mais il faut savoir que dans un groupe de bonobos, toutes les femelles sont tout en haut de la hiérarchie et on retrouve les mâles vraiment en bas de l'échelle sociale. Alors même si elles ont pour habitude de gérer leur groupe grâce au comportement sexuel, ça sert à gérer les petits problèmes du quotidien, au jour le jour. Quand ça devient un petit peu trop grave, eh bien malheureusement, même chez les bonobos, on se bagarre et quand on se bagarre, on ne fait pas semblant. Les femelles sont très soudées les unes aux autres, elles ont des liens très très forts. Donc même si elles sont moins grosses et moins musclées que les mâles, grâce à leur union, elles peuvent sans problème les corriger et les remettre à leur place et le faire parfois de façon très violente. Alors je ne vous dis pas tout ça pour salir l'image des bonobos, c'est simplement la réalité. Il faut savoir que malheureusement, de temps en temps, chez eux aussi, on se bagarre. Bon, ces grosses bagarres sont quand même relativement rares, hein. La plupart du temps, les comportements sexuels sont suffisants, mais de temps en temps, ça éclate, et quand ça éclate, ça ne fait pas semblant. Si je vous dis ça, c'est aussi pour pas que vous repartiez d'ici en pensant que là, vous venez de voir les petits gentils, et que tout à l'heure, quand vous allez arriver devant l'île de leurs cousins, qui sont les chimpanzés, on vous présente un groupe de mâles chimpanzés à la fin du parcours,
Donc vous pourrez comparer par vous-même, vous verrez qu'ils se ressemblent énormément. Hein. Ce sont deux très proches cousins. Ce sont d'ailleurs nos plus proches cousins, puisqu'on partage 98% de nos gènes avec les bonobos. On en partage tout autant avec les chimpanzés. Alors on a souvent tendance à penser que les bonobos sont les gentils, alors que les chimpanzés sont les méchants, tout simplement parce que ces chimpanzés nous impressionnent beaucoup plus. Ils nous impressionnent de par leur taille, hein, puisque pour l'espèce de chimpanzé qu'on vous présente à la vallée, ils sont quasiment 2 fois plus gros que le plus gros de nos bonobos. Après, ils nous impressionnent aussi de par leur carrure. Si vous regardez la silhouette des bonobos, ils sont plutôt sveltes, avec des longs membres tout fins, très Donc, on en deux. On va attendre un petit peu. Alors, c'est 9 singes qui ont une histoire un peu particulière en fait par rapport aux singes que vous avez pu observer aujourd'hui au cours de votre visite. C'est qu'en fait, tous les singes de la vallée des singes sont tous nés dans des parcs zoologiques. Alors, soit ici, soit ils sont nés dans d'autres parcs. Il n'y a plus du tout de prélèvement dans le milieu naturel, c'est que de la reproduction voilà, en captivité, en échangeant les animaux, on évite ainsi les problèmes de consanguinité. Alors eux aussi ils sont nés en captivité, mais par contre eux plutôt dans un laboratoire médical. Parce qu'en fait jusqu'en 2000, la loi européenne permettait encore d'utiliser les grands singes tout simplement comme cobayes. Alors les grands singes c'est eux, les chimpanzés, mais aussi les gorilles, les orang-outans et les bonobos. Et donc dans ces labos, on retrouve essentiellement cette espèce-là, puisque c'est tout simplement l'animal qui est génétiquement le plus proche de l'homme, puisqu'il partage avec nous plus de 98% de nos gènes. Mon collègue au bonobo, on vous a peut-être dit que c'était le bonobo, le singe le plus proche de l'homme, c'est normal, c'est tous les deux des chimpanzés en fait. Mais dans les labos, donc surtout cette espèce-là, puisque déjà le bonobo est beaucoup plus rare en captivité et également beaucoup moins résistant au stress. C'est un petit gringalet pas bien épais, de 50 kg tout mouillé pour les mâles adultes. Alors qu'ici, voilà, quand ils atteignent l'âge de 14-15 ans, ils atteignent les 100 kg, et déjà de par sa nature en plus, parce qu'il est chasseur et guerrier, ça en fait un animal qui est mentalement et physiquement beaucoup plus résistant. Donc c'est pour ça que voilà, qu'on utilisait surtout ces animaux. Donc en 2000, cette loi passe, interdit leur utilisation. Les labos se retrouvent avec des singes qui ne peuvent plus utiliser, qui coûtent cher puisqu'il faut continuer à nourrir tout ce petit monde, à payer les animaliers qui sont occupés. Donc en fait c'est des parcs zoologiques qui ont été récupérés, alors bien sûr seulement les animaux sains, puisque si on prend l'exemple de ces singes venant d'un labo aux Pays-Bas, où ils étaient là-bas spécialisés plutôt sur les hépatites et le sida. Donc si vous testez un remède, essayez de trouver des remèdes pour par exemple le sida, il faut forcément inoculer la maladie à l'animal pour voir si le traitement marche. Donc voilà, tous les animaux malades qui ont servi de cobayes sont restés dans ces labos. Et c'est seulement les animaux sains qui ont été récupérés. Donc nous en 2004 c'est 9 mâles. Ils n'ont pas été utilisés tout simplement parce qu'ils étaient jeunes à l'époque et le sont toujours d'ailleurs puisqu'ils commencent leur âge adulte. Parce que le plus jeune c'est celui qui est complètement sur la gauche, est âgé de 15 ans. Et celui, il n'est pas là, le plus âgé a 18 ans. Alors là pour le repas, il y a des oignons, du navet et du fenouil. Alors là c'est seulement des légumes, mais le chimpanzé il est omnivore. Alors il va quand même essentiellement manger des fruits et des plantes dans la nature. Mais il a besoin de protéines animales. Alors ces protéines, il va les retrouver déjà dans tout ce qui est insectes et larves. Peut-être que vous avez déjà aperçu dans les reportages animaliers le petit chimpanzé pêcher les termites avec sa petite brindille. Mais il est capable d'attraper des animaux beaucoup plus grands. Alors ils peuvent attraper des antilopes, des petites antilopes. Et également, il chasse d'autres singes, comme les cercos, les colobes, que vous avez peut-être aperçus sur l'île des Gorilles. D'ailleurs, c'est la seule, ici, la seule espèce de grand singe qui cohabite avec d'autres singes au niveau des gorilles, puisque lui, il est purement végétarien. Là, voilà, on ne peut pas mettre d'autres espèces, puisque tout simplement, il les mangerait. Ou alors, ce ne serait pas très sympa. Et donc, pour ça, quand je vous dis chasseurs, c'est qu'ils ne vont pas se jeter à corps perdu comme ça sans réfléchir en essayant de rattraper des singes qui sont d'ailleurs beaucoup plus agiles, beaucoup plus arboricoles qu'eux. Mais donc pour réussir à les attraper, tout simplement, voilà, ils vont se réunir et ils établissent un plan de chasse, c'est-à-dire qu'ils donnent vraiment un rôle à chaque individu, quand ils repèrent par exemple un groupe de colobes dans les arbres, voilà, pour que tout le monde soit bien positionné, pour pouvoir être beaucoup plus efficace.
Et justement, par exemple, quand ils arrivent à attraper un singe, eh bien, le partage de la viande est très important puisque le chimpanzé fait de la politique. Et voilà, pour pouvoir se faire des alliés, hein, c'est comme ça qu'on devient chef, c'est celui qui, en quelque sorte, voilà, est capable de faire l'unanimité, de rassembler le plus d'individus, qui deviendra donc le chef. Et ça peut être, par exemple, en partageant la nourriture. Celui qui se garde toute la viande pour lui, globalement, il ne se prend pas beaucoup de copains. Donc voilà, c'est stratégique quand même, hein, jamais très gratuit, ouais, le partage de la nourriture. Le gorille adulte de 30 ans avec le petit dernier chez les gorilles juste derrière elle, un petit maouetté, petit gars d'1 an et demi. La doyenne du groupe, 42 ans, petit mâle de 8 ans. Toi derrière ton papa, tu as 5 ans, tu es un garçon. Une petite femelle de 6, une femelle de 8 ans. Voilà pour les présentations. Bon, vous pouvez constater que le mâle est évidemment beaucoup plus imposant que les autres, hein, tout à fait normal chez les gorilles. Un mâle gorille adulte, ça pèse entre 200 et 250 kg. Lui pèse 200, 210, on va dire 200 le matin, 215 le soir. Donc il est dans la norme. L'autre particularité des mâles, c'est sa couleur au niveau du dos. Hein. Vous pouvez constater que les autres gorilles ont le poil noir ou plus ou moins noir. Lui, il est gris, argenté, d'où ce fameux terme, mâle à dos argenté ou dos argenté. C'est en fait simplement un signe de maturité chez les mâles gorilles adultes, un signe de maturité sexuelle. C'est une couleur qui apparaît à partir de l'âge de 12 ans. Uniquement chez les mâles gorilles, les femelles resteront noires toute leur vie. Donc tous les mâles gorilles adultes vont devenir comme lui, hein, aussi imposants, avec la même couleur au niveau du dos. Par contre, tous ne seront pas chefs de groupe. Vous voyez comment vivent les gorilles, hein, ou plus ou moins. Ils vivent dans des groupes polygames, ça veut dire toujours un grand mâle adulte, donc toujours un grand dos argenté, accompagné d'un harem de femelles, des harems qui peuvent monter jusqu'à 7-8 femelles maximum, et sa progéniture. Je sais que tu es là, Sango, là. Tu es un loupable, hein, mon petit. Je sais pas si tu vas devenir chef, toi. Peut-être chef. Bon, les gorilles sont exclusivement végétariens. Là, je leur fais une petite volée de noix parce que c'est le dernier nourrissage dehors. Si je leur donne pas ça, ils aiment beaucoup les noix. Si j'aurais pas donné des noix, ils seraient pas venus vous voir. C'est un peu pour vous, le brunch. Ouais. Mais ils mangent évidemment que des légumes, enfin, que des végétaux, et donc principalement des légumes. Pour donner un ordre d'idée, 40-45 kg de légumes par jour pour nourrir le groupe. 15 à 18 kg uniquement pour nourrir le chef. Tu es très très beau, tu te fais. Beau, non, faut lui dire, hein, quand il s'habille un peu. Tu vois pas? Alors je vais vous dire pourquoi ils font ça à cet âge-là. En fait, c'est beaucoup les mâles qui font ça. Lui, il a 5 ans, donc il va commencer. Il est très important pour les gorilles de paraître plus haut, plus fort que ses congénères. Hein. Il y a beaucoup de similitudes avec notre espèce, donc jusqu'à la préadolescence, c'est ça, hein, se sentir plus fort, plus grand que les autres, surtout pour les garçons, c'est très très important. Voilà pourquoi souvent ils se mettent beaucoup de végétaux sur le dos ou sur la tête, parce que pour eux, dans leur tête, ils se disent avec ça, je vais être un peu plus grand que mon demi-frère ou mon frère. Voilà pour la petite anecdote. Ils vivent 50 ans en captivité. Alors on va dire 50 ans les femelles, une quarantaine d'années pour les mâles, surtout pour les dominants. La gestation d'une femelle gorille, c'est comme notre propre espèce, 8 mois et demi, 9 mois de gestation. Seulement, elles ont un petit tous les 4-5 ans seulement, au mieux. Ça, c'est dû à un allaitement qui est très long chez les gorilles. Hein. Elles allaitent leur bébé. Bravo, Titi. Ouais. Très très bien. Elles allaitent leur bébé sur 3-4 ans, tu l'auras jamais celle-là. Ouais, il n'aura jamais. Mais comme je vous disais, hein, lactation longue, bah, oui. Bon, il aurait pu lui laisser sa petite noix, il aurait été content, mais bon, c'est comme ça. Le plus important à cet âge-là, c'est le lait maternel. Bon, parlons des jeunes et des tout petits, c'est bien, on les a bien devant nous, on les voit bien. Vous pouvez voir qu'un an et demi, 2 ans à gauche, 1 an et demi à droite, ça pèse pas grand-chose encore un gorille de cet âge-là. En fait, à la naissance, un gorille, ça pèse pas plus d'1 kilo. En général, ils naissent entre 850 et 950 grammes seulement pour atteindre des poids assez conséquents adultes. On est devant le plus grand singe du monde, il n'y a pas plus gros que le gorille. 200 à 250 kg pour les mâles, ça je vous l'ai dit. Moitié-mois pour les femelles gorilles adultes, sont entre 80 et 120 kg. Ils vont du reste rester longtemps petits. Hein. Lui, je vous le représente, 5 ans, petit mâle. Dans 10 ans, il aura le poids et la taille de son gorille de père. Et simplement, ce qui se passe à cet âge-là chez les gorilles, c'est qu'ils ne vont pas du tout s'occuper de leur croissance. Ils vont privilégier uniquement leur intellect. Ils vont apprendre pratiquement tout ce qu'ils doivent apprendre dans leur vie. C'est vraiment un passage de vie très important chez les gorilles. Par contre, après, ils vont stagner intellectuellement, aux alentours des 8-9 ans. Et là, ils vont vraiment pouvoir exploser au niveau morphologique. Ça va très vite chez les mâles, une fois qu'ils passent le cap de l'adolescence, hein, c'est-à-dire qu'ils passent du dos noir au dos gris, hein, comme je disais, entre leur 12e et leur 15e année. À cette période de leur vie, les mâles peuvent prendre jusqu'à 10 kg de muscles par mois. Alors, c'est évidemment très hormonal, tout ça. Hein, et évidemment, dès qu'il y aura plus de femelles autour d'un dominant, plus il va devenir gros et imposant, et plus ça va plaire à ces dames gorilles, bien sûr, hein, puisque c'est un signe de bonne santé.
surtout un signe qui va bien pouvoir les protéger, elles et leur progéniture. Puisque c'est son rôle essentiel dans le groupe. Miliki. Il y a une autre espèce qui partage l'île avec les gorilles. Ce sont des Colobgyrisa, on peut dire colonnes noir et blanc. Ils sont un peu loin, ils vont bientôt se rapprocher parce que ça va être l'heure de rentrer. On les voit. Bonjour à tous, bienvenue sur le territoire des lémuriens. On a donc ici 3 espèces de lémuriens différents. Vous avez donc les makikata qui sont les gris avec la queue rayée. On a également des makibari en 2 sous-espèces, les noirs et blancs et les roux. Et également des petits couronnés qui sont juste au milieu là. Donc les lémuriens, ils sont endémiques de Madagascar bien sûr. C'est-à-dire que ce qui s'est passé sur cette île, c'est que toute la faune et la flore se sont développées de façon très différente de tout ce qui a pu se passer sur le reste du globe. C'est pour ça que vous êtes ici, sur le seul territoire de la vallée des singes où vous n'êtes justement pas en train d'observer des singes, tout simplement. Ce sont bien des primates. On les reconnaît notamment aux 5 doigts, aux mains et aux pieds avec le pouce opposable. En revanche, ils ont une tête un petit peu différente de tous les singes que vous avez pu voir sur le parc. Et ça, c'est dû au fait qu'ils ont conservé leur museau avec une truffe humide qu'on appelle un rhinarium. C'est parce que chez eux, le sens le plus développé, en fait, ça reste l'odorat. Donc ça va jouer un rôle important dans leur vie sociale. Donc c'est pour ça, entre autres, qu'on les appelle les primates primitifs. C'est qu'ils ont gardé finalement les caractères ancestraux des primates. Donc en comparaison aux simiens qui sont tous les singes, grands singes, singes de l'ancien monde, singes du beau monde, tout ce que vous pouvez voir sur le parc, eux ce sont des prosimiens. Donc au niveau de la composition des groupes, ici on a essentiellement que des mâles. Alors pourquoi? Chez nos makibari, on n'a que des mâles. C'est pour une raison assez simple. Ce sont 2 sous-espèces qui vont plutôt habiter la côte est sur l'île de Madagascar, mais 2 sous-espèces qui ne vont jamais se rencontrer en milieu naturel. En fait, leur territoire est tout simplement séparé par un fleuve. Du coup, il n'y a pas d'hybridation en milieu naturel. On n'a aucune raison d'en faire en parc. Pour éviter de se retrouver avec des petits qui seraient moitié noir et blanc, moitié roux, tout simplement, on a choisi de n'avoir que des mâles. Chez les makikata, c'est également le cas. On n'a que des mâles. Alors, c'est pour une autre raison, on va dire. Comment c'est géré les populations en captivité? C'est tout simplement, on a une seule et même personne, un coordinateur, qui va connaître les origines génétiques de toute la population de l'espèce dont il s'occupe, les makikata par exemple, et c'est lui qui va pouvoir dire qui peut se reproduire avec qui, et permettre ainsi d'éviter tout ce qui est la consanguinité, etc., et de maintenir une très grande diversité génétique de la population en captivité, et permettre de réguler tout ça. Alors chez les lémuriens, la reproduction elle marche très très bien, et on a même eu affaire à une surpopulation de mâles, puisque ce sont les femelles qui dominent chez les lémuriens. Les mâles à maturité sexuelle vont quitter le groupe, et donc très vite, on a dû réguler ça. On a formé des groupes de mâles, tout simplement, comme celui-ci. Ça ne veut pas dire qu'ils ne seront pas amenés par la suite à aller se reproduire dans d'autres parcs, mais pour l'instant, voilà, ils vont servir de réservoir génétique, ici à la vallée des singes. Et on a également des petits couronnés, donc ici nous avons un couple, avec leur petit, qui est né au mois d'avril. Donc vous avez un dimorphisme sexuel, une différence physique entre le mâle et la femelle. Le mâle c'est le petit brun à gauche avec la tête noire, et la femelle c'est la grise ici. Donc si vous avez bien suivi, c'est un petit peu la princesse du territoire. C'est elle qui ne va pas hésiter à chasser les autres pour pouvoir manger tranquillement. C'est également elle qui va défendre leur territoire si jamais il y a des intrus. Donc en parlant de défense de territoire, nos lémuriens, ils ont 2 façons de marquer leur territoire. La première, c'est tout simplement le chant territorial. Peut-être que vous l'avez déjà entendu depuis ce matin, sinon vous devriez l'entendre avant la fin de la journée. Celui des makibari est très très fort. On a presque l'impression que c'est agressif, qu'ils vont se taper dessus, mais pas du tout. C'est juste leur façon à eux de signaler qu'ils sont chez eux et de marquer leur territoire. Les makikata en ont un également, qui est un peu plus joli, un peu plus mélodieux on va dire, mais qu'on entend un peu plus rarement également. Et la deuxième façon de marquer leur territoire, c'est au moyen de marquage olfactif. On va dire, je vous ai dit que ça a joué une grande importance dans leur vie. Ils ont des glandes, soit sur les avant-bras, sur la poitrine ou encore de chaque côté de l'anus. Quand il fait du soleil, vous les voyez souvent se mettre dans des positions un petit peu rigolotes. Les katas, ils vont s'asseoir, les bras en croix carrément écartés, ou alors les makibari complètement allongés sur le dos. On a une théorie tout simplement qui dit que le soleil activerait ces glandes et que c'est pour ça qu'ils se mettent dans ces positions. Le soleil fait suinter les glandes et après, à l'aide des petites griffes qui sont juste à côté des glandes, hop, ils vont griffer les trompes, on dépose l'odeur et c'est comme ça qu'ils vont marquer leur territoire. Donc également chez les makikata, ça va servir au moment de la reproduction. On va avoir affaire à des combats d'odeur chez les mâles. Tout simplement, ils vont déposer leur odeur sur leur queue, la projeter sur les autres mâles, et c'est finalement celui qui aura la plus forte odeur qui remportera les faveurs de la femelle.
Donc d'autres petites particularités, par exemple chez nos maquivari, ils adorent se suspendre la tête en bas. Vous les voyez souvent au printemps, ils grimpent tout en haut des arbres, hop, on suspend par les pieds la tête en bas pour manger les bourgeons qui sont juste en dessous. Et par rapport aux petits, ce sont les rares primates, je vais dire, à ne pas porter leurs petits sur leur dos ou sur le ventre au moment de la naissance. En fait, les petits... On l'a pas vu son lapin croisé avec un chevreuil. Hein. Ouais, papa. Ah mais t'as vu que ça ressemblait à ça quand même, hein? Ah, mais nous on veut le voir. Nous. Oui. C'est marrant quand même. Tu as vu celui-là? On va pas la semer. Regarde, là. Ça, je t'en mets une de pas en 4, mais ça, tu vas la prendre en main. Et regarde.